Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Comme chaque week-end, on fait le point sur les dossiers chauds de la semaine. Il sera question de l'Iran, d'écologie, de la perception du viol au Brésil. C'est parti. Cette semaine, je suis en tête-à-tête avec Maurice Ferragan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au sein d'I24 News. J'attends donc beaucoup de vous, puisque vous devez remplacer tous vos camarades qui ne sont pas là aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Maurice, vous faites quoi pour les fêtes de Pâques et de Pessah, cette période de vacances un peu ? J'aurais aimé passer quelques jours à Téhéran. Oui, merci pour cette fabuleuse transition. Maurice, si vous étiez iranien justement, que je vous avais posé cette question, vous auriez évidemment pensé au Nouvel An perse. Un studio basé à Téhéran a réalisé une sorte de micro-trottoir et donc demandé aux passants ce qu'ils souhaitent pour les fêtes. Bon là, jusqu'à là, l'intérêt de la vidéo est assez limité, mais elle devient intéressante lorsqu'on sait qu'elle a été repérée par une organisation israélienne qui traduit les informations israéliennes en persan afin de montrer aux Iraniens le quotidien des Israéliens et ainsi rapprocher les deux peuples. Cette fois, la démarche a été inversée. L'organisation a sous-titré le micro-trottoir iranien en hébreu pour montrer aux Israéliens de quoi rêvent les Iraniens. La vidéo n'a pas encore un grand succès sur le net, mais elle est intéressante. چی عیدی بگیرم؟ عیدی دوست داره عیدی چی بگیری شما؟ اکی سوال خیلی سخته والا هر چی بهم بده چی بگیری؟ چی بگیریم؟ سلامتی 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 رهبرمون نمیدونم یه کادوی خیلی خاص یه نفر خیلی خاص پول ندارم دارم خود چیز برنده بشم مثلا یه ویلای شمالی نمیدونم یه چیزی اینجوری پسرم شاهین میاد خوشحالم میکنه دوست دارم بچه‌ام کتاب بهم بدن من دوست داشتم با انتقالیم به دانشگاه تهران موافقت کنم یه دونه ماشین خیلی خوب با یه سویچ خونه یه بلیط که باش برم مثلا یه مسافرت سویچ ماشین با یه کلید خونه یکاش میشه سربازی نرم هرچی از دوست قصد نیکو اونی که دارم این مراشین گل میبرم. Maurice, évidemment, tout le monde se retrouve dans le rêve des Iraniens. Comment est-ce que vous expliquez que dans la conscience collective, les Iraniens sont imaginés comme des islamistes arriérés vivant dans un autre temps, alors qu'on se rend compte, quand on connaît la culture iranienne, que ce n'est pas du tout le cas? Écoutez, je vais vous dire tout de suite, moi, cette vidéo, elle me rassure. Parce qu'aucun de ces Iraniens n'a souhaité la destruction de l'État d'Israël. Non, ça n'a pas l'air d'être leur priorité. C'est pas l'air d'être leur priorité. Aucun n'est vraiment islamiste. Et ils ont tous revendiqué des choses, finalement, qui sont des choses simples de la vie quotidienne. Et il y a un parallèle, il y a une telle ressemblance avec la société israélienne que c'est frappant. Les gens demandent la santé, souhaitent de passer un bon repas en famille, d'avoir une maison, une belle maison. Il y en a même un qui a dit « J'aimerais avoir une villa dans le nord du pays ». Combien d'Israéliens rêvent d'avoir une villa dans le nord du pays? C'est stupéfiant à quel point ces deux peuples sont semblables. Alors comment est-ce que vous expliquez, s'ils sont aussi semblables, qu'il y a une perception à ce point biaisée? La perception biaisée, elle est au niveau des politiques, toujours. C'est toujours le vidéo avait dit si les Iraniens étaient libres, ils porteraient des jeans. Or, ils portent des jeans. C'est quand même assez frappant de voir cette mauvaise Écoutez, moi, perception. j'avais déjà été frappé à l'époque par les films de Ashghar Farhadi. Vous vous souvenez, une séparation et à propos d'Eli, où je m'étais rendu compte à quel point la société iranienne ressemble à la société israélienne, même dans ses problématiques. Là, dans une séparation, c'était la problématique du divorce face aux religieux. À propos d'Eli, c'était une disparition. Il y a une ressemblance, il y a un côté commun, même dans les visages. On se promène au marché à Jérusalem, on revoit pratiquement les mêmes visages. Alors, bien sûr, on pourrait nous dire cette vidéo est fabriquée, on a choisi des gens, mais malgré tout, il y a quelque chose de vrai qu'on ne peut pas enlever. Il y a quelque chose d'humain dans ces remarques, notamment vis-à-vis de la fête, vis-à-vis de la famille. Il y a des gens qui veulent gagner au loto, c'est tout à fait naturel. Et oui, on est loin de l'image de l'islamiste, même dans leurs vêtements, dans leur port, dans leur façon de parler, ils ressemblent aux Israéliens, et ça me réconforte. Alors, quelle est la solution? Parce que ce que j'avais dit à notre invité cette semaine, qui était
franco-iranien. Les Israéliens adorent voyager et quand ils vont à l'étranger, que ce soit à Paris, à New York, à Berlin, parfois ils rencontrent un Libanais, un Syrien en boîte de nuit dans un bar et ils commencent à discuter. Ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup en commun. Ils ne peuvent pas se rencontrer au Moyen-Orient alors qu'ils sont voisins. Ils se rencontrent en Occident. C'est quoi la solution? C'est de voyager, de les rencontrer à l'étranger ou Internet? Entre parenthèses, vous avez entendu que certains voulaient partir en voyage à Paris. Oui. Donc, oui, c'est le même rêve que les Israéliens. Pour se rencontrer, ça va être difficile parce qu'il y a des barrières malgré tout, il y a des inhibitions. On ne dit pas réellement ce qu'on pense. Dès qu'on se trouve à l'étranger, on est un peu sur la défensive. On veut plus ou moins refléter les opinions de son pays. Et je crois que là, il y a la sincérité. Et c'est cette sincérité qu'il faut retrouver. Bon, très bien, là, ça sera tout pour ce sujet. On parle à présent d'écologie. L'ONG internationale Greenpeace a noté cette semaine dans un rapport qu'au travers des réseaux sociaux, de l'écoute de la musique en ligne, du visionnage de vidéos en streaming ou du commerce en ligne, ou alors simplement même de votre lecture de mails, nous polluons la planète. Comment ? Eh bien parce que lorsque vous utilisez ces services en ligne, vous avez recours, même sans le savoir, à des entreprises qui stockent vos données, ce qui veut dire beaucoup d'électricité. Or, ces entreprises qui stockent vos données ne sont pas toujours respectueuses de l'environnement. Greenpeace a donc publié un rapport dans lequel chaque géant du web est évalué en fonction de son respect de l'environnement. Chaque entreprise se voit attribuer plusieurs notes de A à F. On voit à l'écran quelques-unes d'entre elles. À gauche, les mieux classées, Apple, Facebook et Google. Vous voyez avec plusieurs notes plutôt vertes, donc A et B essentiellement pour Apple, Facebook et Google. Et à droite, les moins bien notés, notamment Twitter et Amazon, qui sont extrêmement mal notées. Je précise encore une fois que ces entreprises sont mal notées parce qu'elles ont recours à des entreprises de stockage des données qui, elles, polluent. Ce n'est pas ces entreprises-là qui polluent, c'est celles qui gèrent leurs données. On va en parler dans un instant, mais avant cela, regardez cette vidéo publiée par l'ONG Greenpeace. At the last count, 600 million of us are your friends. Together, we are changing the world. But the internet you're at the center of now uses more power than entire nations combined. What powers you? Coal, the #1 contributor to climate change. Facebook. Unfriend coal and help lead an energy revolution. Let's keep our world, a world worth changing. Maurice, c'est une vraie révolution, parce que lorsqu'on reçoit des mails depuis des années avec marqué « N'imprimez pas ce mail, pensez à l'environnement » et qu'on se rend compte que même stocker des données, ça pollue, c'est une révolution. Écoutez Julien, si la précédente vidéo était rassurante, celle-là, elle me culpabilise, parce que moi je ne savais pas qu'en envoyant un mail ou en surfant sur le net, en faisant une recherche sur Google, je pollue la planète. Alors, comment ces organisations ont cette capacité à nous mettre dans ces situations de nous ne sommes pas bien, nous ne sommes pas à l'aise, nous sommes culpabilisés. Alors j'ai regardé les chiffres. Alors effectivement, chaque requête sur le web, c'est 0,2 g de CO2. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais une autre enquête me dit qu'une seconde sur le web, c'est 0,02 g. Alors on produit des gaz à effet de serre. Ne serait-ce que pour cette émission. Voilà, alors j'ai essayé de comprendre. Il s'avère que les ordinateurs et les périphériques, c'est 1% de la consommation d'électricité d'un foyer, donc il faut éteindre son ordinateur et ses périphériques. Les routeurs, c'est une catastrophe puisqu'ils émettent des ondes. Mais ce qui est encore plus important de ce que je comprends, c'est les centres de données dont vous avez parlé, le stockage des données. Alors j'ai lu que par exemple Microsoft a des centres de stockage qui représentent à peu près 9 terrains de foot. Alors, devant mon ordinateur... Qui pompe de l'électricité. Alors, bien sûr, Greenpeace nous dit non, c'est pas grave, on peut utiliser des énergies renouvelables, mais moi, je comprends pas. Je comprends d'autant moins que je me suis intéressé à la question. Et alors, on pourrait dire aussi que les vaches polluent. Vous savez que les vaches... Une vache produit 600 litres de méthane par jour, en ruminant et en... Voilà. Donc, avec les gaz. Dans ce cas-là, supprimer les vaches, supprimer les ordinateurs et la planète sera sauvée. Je trouve qu'il y a là un côté un peu destructeur de la part de ces organismes. Oui, mais alors l'invité de Greenpeace qu'on a eu cette semaine, il a un autre discours un peu plus rassurant que le vôtre. Il dit, regardez, Facebook est un bon exemple. Ils utilisent des entreprises donc externes qui gèrent leurs données, qui utilisent des énergies renouvelables, donc qui ne polluent pas. Donc, ce n'est pas impossible. Ils ne disent pas arrêter Internet, ils disent utiliser d'autres systèmes. D'accord, mais en attendant, on culpabilise le consommateur, on nous met dans une situation en disant les voitures, les ordinateurs, les vaches, les yogourts, c'est pas bon pour la planète. Ok, d'accord. Alors, ils sont contre le nucléaire. Donc pas de nucléaire, il faut installer des centrales solaires un peu partout. Je veux bien, mais ça dépend maintenant des gouvernements. S'adresser directement au consommateur pour lui dire « nous, c'est pas bien », je trouve qu'il y a là un effet pervers.
Bon, très bien, ça rappelle un petit peu la demande aux sportifs de boycotter les Jeux Olympiques au lieu de demander au chef d'État de le faire, entre parenthèses, cette demande. Merci Maurice, on parle à présent de la perception du viol au Brésil. Alors, je vous l'ai dit, notre dernier sujet de ce week-end concerne le Brésil. C'est un sondage qui a créé le scandale sur la toile. Il a été conduit par l'Institut d'enquête économique du gouvernement. Selon les résultats, 65,1% des personnes interrogées ont affirmé, je cite, les femmes portant des vêtements qui laissent voir leur corps méritent d'être violées. 65,1%. Et toujours dans la même enquête, 58,5% des sondés considèrent que si les femmes se comportaient mieux, il y aurait moins de viols. Des convictions qui font donc reposer la responsabilité des viols sur les femmes plutôt que sur les violeurs. Les résultats de cette enquête ont fait bondir de colère plus d'un et plus d'une, notamment les féministes brésiliennes qui ont en réponse lancé une campagne virtuelle. Elles ont publié en même temps pas moins de 20 000 photos d'elles en sous-vêtements avec le slogan devenu un hashtag sur les réseaux sociaux « Je ne mérite pas d'être violée ». Avant de vous laisser la parole, Maurice, écoutez ce que nous disait cette semaine sur ce plateau une femme d'affaires israélo-brésilienne. Est-ce que vous pensez que la campagne qu'il y a eu sur Internet, à savoir les femmes qui ont posté des photos d'elles en sous-vêtements avec le hashtag, cette campagne a eu plus d'impact à l'étranger ou au Brésil ? Je ne suis pas sûre qu'elle ait eu un impact au Brésil. Je crois qu'elle a reçu de la publicité, oui, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est bien que des femmes se regroupent et fassent entendre leur voix ensemble, parce que dans le passé, c'était une honte de parler de ce sujet. Je crois que c'est le rôle des médias et du gouvernement. Ils doivent se mettre ensemble et faire une campagne, pas seulement ciblée sur les hommes, mais ciblée sur les enfants, parce que c'est dès l'enfance que nous devons changer la façon d'aborder ce problème. Au Brésil, le président est une femme, c'est une présidente. Est-ce que le gouvernement est engagé pour changer les clichés, les idées reçues sur les femmes au Brésil ? C'est vrai qu'elle est très préoccupée par ce problème. Elle en parle beaucoup en ce moment sur les façons de le résoudre. Mais oui, je pense qu'il doit faire un meilleur travail. Je crois que nous devons, comme je l'ai dit, éduquer les enfants. Et puis surtout, le problème vient des médias. Pendant le carnaval, tout le monde est sans vêtements. C'est bien d'être sexy, mais dans la vraie vie, si vous sortez avec un short ou une jupe courte, vous êtes provocante. C'est ridicule. Pourquoi c'est bien de se dénuder à la télé et au carnaval, et dans la vraie vie, cela devient mal? Maurice, la situation du Brésil en 2014. Julien, première remarque, 65% des Brésiliens qui justifient le viol par la tenue un peu dénudée des femmes. Il faut préciser, ce ne sont pas 65% d'hommes. Il y a là des hommes et des femmes. Alors, ça nous en dit long sur cette société. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe en vérité. C'est une société extrêmement permissive, mais finalement, quand on pose des questions qui font mal, on se rend compte que les réponses ne sont pas permissives, ou alors on est dans l'extrême permissivité. Ça veut dire que la victime est coupable et le violeur est finalement excusé. Et provoqué. Alors là, il y a déjà quelque chose qui me trouble. Maintenant, il y a une question d'image. Je veux dire, quelle est l'image de la femme brésilienne? Nous avons tous dans la tête le carnaval de Rio, les plages à Copacabana, les jolies filles avec un string. Cette image, elle a été façonnée, elle a été construite par les autorités pour vendre le pays aussi. Donc maintenant, on est dans le résultat de la construction de cette image. Alors, j'ai cherché un sondage qui a été fait en 2003 par une société de cosmétiques, Avon, pour vous montrer à quel point ce mythe a été construit. On apprend que 87% des femmes brésiliennes font des efforts pour améliorer leur look, leur physique. La moyenne mondiale, c'est 67%. Vous voyez, il y a quand même une différence. Il y a l'idée que le corps est important qui a pris le dessus sur beaucoup de choses. Alors maintenant, il faut voir où on en est. J'ai vu la une, justement, ce mois-ci de Glam Mag, où la présidente Dilma Rousseff a été classée la femme la plus sexy du monde, sur 100 femmes. Alors, on se pose des questions sur cette société. Pourquoi le sexe prend autant de place? Très bien, Maurice, merci beaucoup. On passe à présent à vos deux images sélectionnées cette semaine, Maurice. Maurice, je vous ai laissé choisir deux images cette semaine parce que vous êtes seul. On regarde la première tout de suite. On va la voir apparaître à l'écran. Voilà, de quoi s'agit-il? Qui sont ces personnes? Qu'est-il écrit à l'écran? L'ancien président de l'État. À droite, d'Israël, Moshe Katsav, Moshe Katsav, excusez-moi, et
l'ex-premier ministre Ehud Olmert, alors vous voyez, il y a écrit « Viens avec moi, je vais m'occuper de toi en prison ». En prison, parce que Moshe Katsav est en prison. Moshe Katsav a été accusé de viol, en train de purger une peine de prison. Olmert, il faut le dire tout de suite, a été condamné, accusé, mais il y a encore un recours qui va être devant la Cour suprême, donc on ne peut pas non plus le mettre tout de suite en prison, mais disons, il est en direction des portes du pénitencier. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que, d'abord, il y a un Ashkénaze et un Séfarade. Ça veut dire que finalement, cette poursuite judiciaire, elle touche tout le monde en Israël. Les présidents, les anciens premiers ministres et toutes les classes de la société, Ashkénaze et Séfarade. Ça m'encourage. Et ensuite, il n'y a pas d'immunité devant la loi. Je suis désolé, Maurice, on n'a pas le temps de voir la deuxième image. Elle concernait le processus de paix. John Kerry et Benjamin Netanyahu, processus de paix. Très mal au point. Merci beaucoup, Maurice. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi soir pour de nouvelles informations en provenance du net. Passez un beau week-end. Bye. Vous me manquez déjà.